Bien, merci pour cette invitation qui m'honore et qui me fait plaisir. Donc, je suis effectivement un des partenaires extérieurs de ce programme. Ça me permet de ne pas être à la fois jugé parti et de dire que ce qui est très attirant pour les gens de l'extérieur, c'est en fait le dynamisme de cette équipe multidisciplinaire. C'est vraiment assez remarquable. Et c'est un plaisir pour moi à chaque fois de venir ici et d'échanger avec les uns et les autres. Alors je suis plus impliqué, vous le verrez, dans le programme dont parlera Patricia cet après-midi, le programme sur le syndrome de Brugada. Mais je vous en parlerai un petit peu, je vous en dirai un petit mot, mais on m'a proposé de tenir un propos un petit peu plus général. Donc je vais effectivement faire une introduction un petit peu sur le fond, mais général par rapport à mes implications dans le programme. Donc il s'est en effet passé quelque chose depuis une quinzaine d'années environ dans les sciences médicales, mais le problème c'est que personne ne sait bien dire quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, plusieurs termes ont été proposés pour le dire. On a utilisé le terme de médecine personnalisée. La médecine serait devenue personnalisée. Elle serait devenue, deuxième terme, elle serait devenue médecine de précision. Médecine prédictive, médecine participative, médecine stratifiée. Donc il y a de très nombreuses expressions pour le dire. Voilà, préventive aussi, on utilise le mot participative. Bref, on va dire que certains esprits forts se sont demandé, mais avant d'être tout ça, elle était quoi la médecine ? C'est-à-dire avant d'être personnalisée, avant d'être participative, avant d'être prédictive, stratifiée, qu'est-ce qu'elle était ? Elle était évidemment personnalisée, participative, prédictive, etc. Alors la réponse, ou une réponse, ça serait qu'elle est devenue en fait tout d'un coup beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus précise, beaucoup plus prédictive et participative, etc. Alors, je vais m'adresser d'abord aux patients que nous sommes tous dans la salle, et certains d'entre nous ne sont que patients, c'est-à-dire ne sont pas médecins, et je vais vous poser une question. Vous en étiez rendu compte, vous ? Enfin, vous non plus. Alors, je vais m'adresser maintenant aux médecins et aux chercheurs qui sont dans la salle et qui sont impliqués. Donc, je ne suis pas médecin, mais je suis chercheur et impliqué dans ces questions. Franchement, si, comme patient, personne n'a vraiment remarqué cette révolution, c'est peut-être qu'il est temps que nous, comme chercheurs, nous nous interrogions là-dessus. C'est-à-dire que nous nous posions la question, alors soit que nous soyons plus critiques sur nous-mêmes et que nous tentions de peut-être dégonfler, peut-être même très sérieusement, les prétentions qu'il s'agit vraiment d'une révolution majeure, ou bien alors, autre possibilité, il faut peut-être de toute urgence essayer de donner une image exacte, la plus exacte possible, de ce qui est en train de se passer. Une image qui soit destinée au grand public, au public plus cultivé, qui est un petit peu moins grand, mais qui est quand même fort large aussi, qui n'est pas impliqué dans ces questions, et puis sans doute aussi à nous-mêmes, c'est-à-dire une image de ce que nous sommes en train de faire. Or, je pense, il me semble que ce projet, alors pas d'être forcément extrêmement critique sur nous-mêmes, mais j'espère aussi, et j'en suis sûr, mais en tout cas de se donner une image exacte de ce que nous faisons, constitue une partie importante du programme Data Santé. C'est-à-dire essayer de dessiner certains des contours de ce mouvement assez massif pour que nous puissions appréhender ce qui se passe. Voilà ce que je vais vous proposer de faire, ou en tout cas de tenter de faire aujourd'hui, en tout cas en posant quelques jalons. Alors je vais partir d'une image fausse, mais assez populaire, véhiculée brillamment par le film dont vous voyez l'affiche ici, et que beaucoup de gens, je pense, connaissent, Bienvenue à Gattaca, dans la traduction française. Alors, cette idée fausse, c'est l'idée que notre destin individuel serait inscrit dans notre génome et qu'on pourrait enregistrer peut-être intégralement ce génome sur des serveurs informatiques, et donc du coup ce destin personnel par la même occasion, traiter ces informations avec des programmes extrêmement sophistiqués, prédire ce qui arrivera à chacun pour le meilleur et pour le pire. Alors, pourquoi est-ce que cette image est fausse ?
Évidemment, les chercheurs dans les sciences biologiques qui sont ici dans la salle savent très bien pourquoi cette image est fausse, mais ce que je propose ici, et puis bien sûr d'autres également, c'est d'essayer de réfléchir à la manière de faire comprendre cela au grand public, justement. Alors, la première chose, je pense, c'est qu'il faut marteler qu'il y a déjà longtemps que les biologistes savent et reconnaissent, bien sûr, que notre destin individuel n'est pas inscrit dans notre génome. Autant penser, contrairement à ce qu'on peut entendre très souvent, autant penser que, par exemple, un accident de réacteur d'un Airbus A380 est inscrit quelque part dans le plan de montage de l'Airbus A380. C'est un accident, c'est un accident. Une maladie, c'est une maladie. Ça peut être génétiquement programmé, mais ça peut aussi ne pas être génétiquement programmé. Donc, tout le monde sait ça. Je dirais, en science, tout le monde sait ça. Donc c'est une erreur de penser que tout est dans le génome. Une deuxième erreur, c'est de penser que les médecins et les biologistes pensent que tout est dans le génome. C'est-à-dire de considérer que les médecins et les biologistes sont réductionnistes. En ce sens-là, ce seraient des réductionnistes durs. En fait, il y a bien longtemps qu'ils savent eux aussi qu'une partie seulement des traits d'un organisme vivant sont génétiquement déterminés. C'est une question, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'histoire de cette question a été retracée par un livre brillant et très récent, parce qu'il doit dater de l'année dernière, peut-être l'année d'avant. Donc ce n'est pas vraiment la question, ce n'est pas vraiment le problème qui est au fond de cette idée de médecine personnalisée, même si bien sûr la génomique, je vais y revenir, joue un rôle important dans ce programme. En fait, toute la question a été pour les scientifiques, dans la question retracée par ce livre, de déterminer quelle part est génétiquement déterminée et quelle part vient de l'environnement, et sans doute plus difficile encore, quelle part vient de l'interaction d'un génome déterminé avec un environnement déterminé. Or, dans les programmes impliqués dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée, les programmes de génétique qu'on appelle les Genome-Wide Association Studies, les études d'association pangénomique, dans la traduction française, on s'est en fait heurté dans presque toutes ces études, à ma connaissance, à un même problème qu'on appelle parfois le problème de l'héritabilité perdue, en français missing heritability. Alors que, en fait, la part des variations d'un trait qui est due à l'hérédité est souvent très élevée dans de nombreuses maladies, et ça peut être démontré facilement. En fait, une investigation exhaustive du génome ne permet pas de préciser le support de cette hérédité. Et c'est là qu'est le problème. Donc je répète et je redis, parce que c'est un problème vraiment important. On peut montrer qu'il y a une part très importante de variabilité qui est due à des facteurs génétiques, mais quand on fait une investigation exhaustive du génome, ce qu'on peut maintenant faire grâce à ces données massives de manière tout à fait précise, eh bien, on ne trouve pas le support de cette hérédité. Donc on sait qu'il y a un facteur héréditaire, je le répète pour la troisième fois, on sait qu'il y a un facteur héréditaire, mais on n'arrive pas à le trouver quand on fait une investigation exhaustive. Et ça, c'est un paradoxe, c'est un problème scientifique majeur, et c'est un problème scientifique passionnant. Alors ça, je dirais, c'est là qu'il est le problème scientifique. Alors les réponses pour le moment, c'est en fait une nouvelle énigme à résoudre au fond. Alors les réponses pour le moment sont très évasives, c'est-à-dire qu'on va s'abriter derrière des expressions du type on sait qu'il s'agit de maladies complexes. Ça c'est un petit peu un cache-misère du scientifique de dire que c'est une maladie complexe, parce qu'en fait ça veut dire on ne sait pas. Ça veut dire on sait que l'environnement intervient, on sait que les gènes sont impliqués, on sait qu'il y a des interactions entre les gènes, donc tout ça est très complexe, mais on ne sait pas. Voilà. Alors c'est un petit peu un cache-misère, mais évidemment un cache-misère c'est aussi une manière de dire là nous avons un problème scientifique, là on a quelque chose à résoudre. Ce n'est pas juste une manière de botter en touche, c'est au contraire une manière de marquer un nouveau territoire sur lequel il va falloir s'interroger en scientifique. Une direction de recherche importante. Voilà, donc je dirais, la problématique générale finalement dans notre périmètre, c'est d'essayer de reformuler cette question de façon plus précise, de ne pas simplement s'arrêter à l'idée que c'est une maladie complexe, mais de regarder un peu plus dans le détail de quoi il s'agit. Alors pas pour toutes les maladies bien sûr, mais au moins pour certaines d'entre elles. Alors, il y a, je dirais ici, une deuxième erreur qui est impliquée et dont je voulais aussi vous parler. Cette deuxième erreur, ce serait de croire que la révolution des big data en santé, ça se cantonne à la génétique. En fait, les projets de médecine personnalisée sont bien plus ambitieux que cela. Donc il s'agit en fait, l'espoir au moins serait, si on regarde la littérature, plutôt
que nous pourrions collecter et utiliser non seulement les données génomiques, les données du génome humain, mais beaucoup d'autres données encore sur l'environnement physique des gens, sur leurs réseaux sociaux, sur leurs habitudes de vie, etc. Alors ça fait deux différences majeures. La première, c'est que la masse de données visée est tellement plus considérable qu'on peut se demander s'il est encore possible de la stocker ou même de la traiter. Pour vous donner une idée, je parlais récemment avec le responsable d'une étude d'assez grande échelle en France, une étude épidémiologique de grande échelle, dans laquelle on a procédé effectivement à un séquençage génétique, et puis on a recueilli des tas d'autres données aussi, sur des dizaines de milliers de personnes, donc c'est une très grosse cohorte. Et il m'expliquait en fait que pour simplement transférer toutes les données recueillies dans le centre concerné vers un autre centre en France, en passant par du très très haut débit, le temps nécessaire, donc je vous parle juste du temps de transfert des données d'un ordinateur à un autre, en gros. Il faut 1 an, me disait-il. Alors ça vous donne juste une idée de l'échelle. Donc vous imaginez, traiter les données, s'il faut simplement passer d'un centre à un autre, il faut 1 an. Alors vous imaginez quand vous téléchargez-vous un film en haute qualité, ça prend 1 heure sur un haut débit, ça peut prendre un petit peu moins, 10 minutes, voilà. Vous imaginez 1 an. Donc ça nous donne une idée de l'échelle des données. Alors la deuxième différence majeure, c'est que et qui me semble plus importante, en tout cas sur le plan philosophique évidemment, et aussi expliquée de manière générale, c'est que le savoir accumulé sur un individu ne définit évidemment pas une sorte de cadre immuable sur ce qui va lui arriver ou sur ce qu'il va faire. C'est-à-dire c'est pas le modèle. C'est en fait toujours bien sûr une image de son passé et une image qui par définition peut être déjà dépassée. Je vais insister là-dessus et essayer d'être un petit peu plus précis, peut être dépassé parce qu'il décide de faire au présent. C'est-à-dire que c'est juste ça donne une certaine image de son avenir, bien évidemment, mais cette image de son avenir, c'est une image qui reste toujours floue. À la marge, elle ne peut pas être entièrement déterminée, elle n'est pas entièrement déterminée, encore une fois, par cette, on va dire, elle ne détermine pas en tout cas ce qui va arriver. Il n'y a rien qui ressemble à un destin implacable. Alors voilà, donc j'ai dit vraiment peu de choses mais sur les données, mais j'essaie de faire vraiment quelque chose de général. Je voudrais passer maintenant aux images, à une autre série d'images erronées, celle qui porte sur les algorithmes. Alors, la version terrifiante, je dirais, de ces algorithmes, c'est le pouvoir incroyable de quelque chose qu'on connaît tous maintenant très bien, c'est Google, tout simplement. Juste un mot, et nous savons tous ce que c'est. Son instantanéité, sa puissance, sa capacité prédictive. Donc, je ne vais pas vous présenter des exemples, vous connaissez tous des exemples incroyables de ce que Google est capable de faire. Mais surtout, ce qui nous inquiète le plus, je pense, c'est l'incapacité pour un esprit humain de comprendre comment Google fonctionne. Même quand on est ingénieur chez Google, semble-t-il, on ne peut pas comprendre comment Google fonctionne. Alors, de là, la grande question, bien sûr, que vous connaissez tous et qu'on se pose tous, les ordinateurs sont-ils en train de prendre le pouvoir, etc., etc. Alors, tout le monde connaît ce qu'on appelle la loi de Moore, qui serait à la base du développement ou des possibilités de développement de Google, selon laquelle le nombre de transistors dans une puce doublerait tous les 2 ans. Bon. Or, comme vous le savez, si on fait les 64 cases d'un échiquier en doublant le nombre de grains de riz à chaque case, à la fin de l'échiquier, la production totale du riz en Chine ne suffit pas à... vous connaissez cette image. Bref, vous connaissez la loi de Moore. Mais est-ce que vous connaissez la loi de Goodhart ? C'est une loi qui est beaucoup moins connue et qui pourtant est très intéressante, surtout pour, je pense, beaucoup de gens dans la salle qui, comme moi, sont soumis à la loi de Goodhart depuis longtemps. Que dit la loi de Goodhart ? Elle dit qu'un indicateur qui sert d'évaluation cesse par là même d'être un bon indicateur. Alors, j'explique. C'est, par exemple, si vous notez une politique publique sur la base d'un indicateur, que se passe-t-il ? Eh bien, quasiment tout de suite, les acteurs concernés, c'est-à-dire ceux qu'on évalue, s'adaptent à l'évaluation. C'est-à-dire, ils utilisent l'indicateur comme objectif et l'indicateur cesse d'être un bon indicateur. Ça devient un objectif. Bon. Alors, quand
comme évidemment les algorithmes doivent nécessairement extraire des informations de la réalité, à partir de marqueurs, on va considérer que ces marqueurs sont raisonnablement fiables. Sauf que vous avez affaire, bien sûr... Alors, on ne sait pas, bien sûr, le capteur lui-même, et l'algorithme ne peut pas savoir, ça n'a aucun sens de dire qu'il sait ce que veut dire tel ou tel fait dans la réalité. On lui donne quels signaux il doit, on lui dit quels signaux il doit capter. Au-delà du signal capté, il ne sait pas ce que c'est. Il capte le signal et il le traite. Bon. Or, le problème des indicateurs en particulier qui concernent des comportements humains, c'est que les humains comprennent comment, ou peuvent comprendre comment leurs comportements sont signalés, indiqués, etc. Et ils peuvent agir ou réagir en conséquence. Il y a un très bon exemple de ça en psychiatrie qui a été analysé par un brillant philosophe qui s'appelle Ian Hacking, et qui a appelé ça, qui a donné un nom très charmant à cet effet. Il appelle ça le looping effect, l'effet de boucle. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, la description que vous donnez d'un état et les indicateurs que vous prenez pour décrire cet état réagissent sur l'état. C'est-à-dire les gens se mettent soit à se conformer, soit au contraire à résister à la description qui est faite d'eux. D'accord ? Donc, en d'autres termes, ils apprennent à jouer selon les règles qu'on leur a imposées, quelque part. Et donc à utiliser les indicateurs. Alors, je vous donne un exemple très très rudimentaire. Les hospitalo-universitaires qui sont dans la salle connaissent certainement ce type de choses, puisqu'ils y ont été confrontés il y a quelques années. On sait que le risque de maladie nosocomiale dans un hôpital est corrélé à l'usage de solutions hydroalcooliques. C'est-à-dire, évidemment, plus vous utilisez de solutions hydroalcooliques, enfin plus vous lavez les mains avec une solution hydroalcoolique, moins le risque est élevé. Donc c'est un assez bon indicateur, en tout cas on pensait que c'était un assez bon indicateur du risque de maladie nosocomiale. Or, il y a environ maintenant presque 10 ans déjà, le directeur de l'hôpital qui avait été classé le dernier de France en termes de risque de maladie nosocomiale, qui est un hôpital qui n'est pas très loin d'ici, mais dont je ne donnerai pas le nom, a décidé, comme il était classé dernier, en fait, tout simplement de commander des quantités astronomiques de solutions hydroalcooliques, ce qui, l'année d'après, a fait remonter, bien sûr, n'a pas manqué de le faire remonter dans le classement. Alors, la solution hydroalcoolique en question, parce que j'ai eu les témoignages directs des praticiens hospitaliers sur place, ont tout simplement été stockés dans des placards, on ne savait plus quoi en faire, puisqu'il y en avait beaucoup trop. Mais ça a fonctionné. Donc on a berné, si vous voulez, l'indicateur. Alors, bien sûr, les évaluateurs ne sont pas stupides, ils ont compris très vite, et l'indice ICALIN a été, puisque c'est le nom de cet indice formidable, a été évidemment modifié et a évolué en perspective, puisque on va dire c'est normal, on veut tous évidemment limiter le risque de maladie nosocomiale. Mais juste, vous voyez, voilà un exemple. Bon, eh bien, il n'y a aucune raison, de principe en tout cas, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas arriver aussi avec des algorithmes. En fait, nous aussi, avec les algorithmes aussi, nous savons comment jouer. Il y a toujours au moins cette possibilité. Hein, je ne dis pas que on n'est pas. Je dis juste que la partie n'est jamais perdue définitivement et d'avance face à, par exemple, quelque chose qui essaierait de nous contraindre à aller dans une direction donnée. Il nous reste encore des ressources. Alors, je ne prédis pas sur ce qui se passera dans un siècle, mais en tout cas, dans l'avenir proche, il nous reste encore quelques ressources. Le deuxième fantasme sur ces algorithmes, je pense, c'est l'absence d'intention humaine, ou plutôt, je devrais dire, le caractère non humain, pour ne pas dire inhumain, mais non humain des intentions qu'on pense deviner derrière, notamment des programmes, par exemple, de séquençage massif. L'idée qu'en faisant ça, on se créerait une sorte de destin implacable et impersonnel, une sorte de machine qui nous imposerait les choses sans pouvoir s'adapter de manière souple. Donc qui nous contraindrait à faire ce que nous ne voudrions jamais faire à cause d'une sorte de logique de l'absurde dont vous voyez un petit exemple s'afficher ici. Vous reconnaissez, peut-être pour ceux qui sont les moins jeunes ici, vous reconnaissez la police d'Apple sur les premiers iPhones, et on avait ce message tout à fait cryptique et je dirais presque métaphysique, hein, parce qu'il s'agit d'une métaphysique du rien. Ici, rien à annuler. Qu'est-ce que je dois faire ? Voilà. Bon, donc vous imaginez un message sur votre téléphone portable, par exemple, vous expliquant que votre glycémie vient de monter à un pic et qu'il faut faire de l'exercice physique, et puis un deuxième message qui arrive soudain en vous disant attention, surtout arrêtez, votre rythme cardiaque est trop élevé. Voilà, vous imaginez ce genre de choses et vous ne savez plus quoi faire. Des alarmes qui continuent à sonner, et puis des alarmes vous disant que vous n'avez pas répondu à l'alarme précédente, et bon. Alors,
En réalité, bien sûr, donc ça aussi c'est une image, alors je dirais c'est tout à fait possible que ce soit un risque, mais ce n'est pas du tout une nécessité. En réalité, les algorithmes sont fort heureusement toujours révisables et, je l'espère, en tout cas je le constate, toujours déconnectables. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a du mal à débrancher son téléphone qu'on ne peut pas débrancher son téléphone, on peut débrancher son téléphone. J'ai d'ailleurs débranché mon téléphone. Et je pense vous aussi. À vrai dire, je dirais le vrai problème, donc ça encore, c'est une image qui est un petit peu, je pense, erronée. Je ne voudrais pas la disqualifier totalement, hein, bien sûr. Je veux simplement dire qu'il ne faut pas exagérer le risque et peut-être que ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, me semble-t-il, en tout cas la crainte que j'ai vu exprimer dans les milieux scientifiques de manière générale, et je pense ici à deux exemples, un centre leader, un des leaders mondiaux du séquençage, université britannique où je suis allé l'an dernier, et où on m'a expliqué ça, et aussi un responsable d'un laboratoire pharmaceutique que vous connaissez bien, dont je ne donnerai pas le nom ici, ont exprimé la même crainte. M'ont dit en fait le problème c'est pas tellement ça, c'est plutôt qu'on n'arrive pas, ce qu'on craint plutôt, c'est qu'on n'arrive pas à trouver les algorithmes qui permettent de rendre utilisables ces données massives. C'est pas tellement que ces données massives avec l'algorithme vont nous encadrer, vont tout faire, enfin vont nous faire entrer dans les logiques implacables, c'est plutôt qu'on ne sache pas quoi en faire. C'est-à-dire en fait qu'on ait demandé, pour le dire en d'autres termes, qu'on ait demandé beaucoup d'argent pour collecter des tas de données dont en fait on ne sait pas quoi faire et que ça sert finalement à rien. C'est plus ça le problème, c'est que faire de ça. Hein, le responsable du laboratoire pharmaceutique me disait, écoutez, collecter des données en masse, c'est facile, il suffit d'appuyer sur un bouton, puis on a des gigas et des gigas de données en quelques secondes, c'est très bien, mais on fait quoi avec ? Voilà, il est plus là le problème, et là on est à nouveau sur, c'est un deuxième problème scientifique qui est en fait très intéressant, qui à mon avis est au cœur de ce que nous essayons de faire aussi dans Data Santé. Et donc je le dis plus aux chercheurs en SHS, c'est ça, je crois, dont je fais partie. Pour moi, c'est ça vraiment le problème que les scientifiques ont. C'est-à-dire, en fait, ils ont une masse de données dont ils savent. Alors, c'est pas qu'ils savent pas du tout qu'en faire, faut pas exagérer les choses, mais ils ont le sentiment qu'il y a bien plus à en faire que ce qu'ils sont capables d'en faire. Et c'est aussi ça qu'ils nous demandent. C'est-à-dire les aider aussi à réfléchir à la manière dont on peut utiliser ces données. Alors, naturellement aussi, de manière acceptable sur le plan éthique, ça va de soi. Voilà. Alors. Dernière image, peut-être, enfin dernier point, dernière erreur, je dirais, en tout cas image erronée de ce qu'est la médecine personnalisée. Voilà une image un résumé de la façon dont on considère. J'ai parlé des données, je parlais des algorithmes, je voulais dire un mot de la médecine personnalisée. En voilà donc une représentation. Donc c'est l'idée qu'on ferait tout simplement en fonction du génome de chaque individu un traitement personnalisé, individualisé. Donc c'est ce que vous voyez représenté de façon très simple et élégante sur ce schéma. C'est-à-dire au lieu de donner le même médicament à tout le monde simplement parce que tous ces gens sont censés avoir la même maladie, eh bien on va différencier le traitement en fonction essentiellement de leurs données génétiques, mais potentiellement aussi d'autres données. Alors, je viens de dire que c'est une image erronée. Pourquoi ? En fait, il y a eu effectivement historiquement une phase initiale pendant laquelle on a surtout insisté sur un objectif des données massives et des algorithmes, c'est de permettre un traitement qui serait taillé sur mesure pour chacun de nous, de façon à maximiser nos chances de guérir et à minimiser nos risques d'effets secondaires. Et alors presque immédiatement, quand ce projet a été formulé de cette manière, donc ça c'est vraiment l'époque où on parlait le plus de médecine personnalisée, qui a été effectivement la première expression qu'on a utilisée historiquement, des voix se sont élevées pour dénoncer un mensonge. Pourquoi un mensonge ? Parce que, évidemment, pour des raisons essentiellement, enfin en tout cas d'abord de coût, on ne voit pas comment, et même biologique, ça paraissait absolument aberrant de se dire qu'on puisse imaginer un traitement taillé sur mesure pour chaque individu. Ça n'avait pas grand sens. Et puis surtout, à la base, on se disait, mais est-ce que c'est vraiment utile ? C'est-à-dire, là je parle à nouveau aux patients, c'est important pour vous d'avoir votre propre médicament, en fait on s'en fiche. C'est-à-dire que ce soit le mien à moi, je m'en fiche, ce que je veux c'est que ça marche pour moi. Donc l'idée n'était peut-être pas tant de personnaliser, parce que personnaliser c'est quand même individuel, que de stratifier.
C'est-à-dire en fait de faire peut-être des sous-catégories un petit peu moins larges que les entités nosologiques classiques de la médecine, et puis que j'ai le même médicament que mon voisin et que des milliers d'autres personnes dans le monde, tant que ça marche, c'est bien. Donc il fallait peut-être changer le nom personnalisé qui semblait promettre des choses qui d'abord n'étaient pas souhaitées forcément, et puis deuxièmement étaient sans doute relativement mensongères. Bon, essentiellement, je le dis historiquement, beaucoup de gens défendent l'idée qu'en fait, c'est surtout que les laboratoires pharmaceutiques se sont rendus compte que c'était ce qui leur paraissait très prometteur, parce que ça leur permettait de justifier une augmentation des coûts des médicaments, était peut-être en fait un petit peu piégeux pour eux, hein, puisqu'ils n'allaient pas pouvoir fournir, et que très vite les gens allaient se rendre compte que finalement, c'était pas si personnalisé que ça, et qu'il n'y avait peut-être pas tant de raisons de payer si cher. Donc ils sont revenus là-dessus, et le terme qu'on utilise maintenant davantage, en tout cas aux États-Unis, il est devenu standard, et dans la littérature beaucoup plus fréquent, c'est le terme plutôt effectivement de médecine de précision. Voilà. Alors, bon, je m'arrête là maintenant pour les images erronées, et je vais... combien de temps tu me laisses encore, Stéphane ? Ouais. Alors, si c'est pas Gattaca, la médecine personnalisée, les algorithmes et les big data en médecine, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vous invite à imaginer que le corps humain... Vous voyez quelque chose ici, un petit peu ce que vous avez là, c'est en fait une représentation des réactions en chaîne dans le métabolisme d'un organisme. Ça, c'est l'image de fond. Et au milieu, vous avez une image qui est un schéma électrique. Donc, qui n'a rien à voir a priori. Alors, je vous propose d'imaginer que le corps, c'est un circuit électrique très complexe. Voilà une petite représentation avec des tas d'interrupteurs et de transistors. Je vais utiliser exprès des composants qui sont anciens, c'est plus simple pour comprendre. Et qui conduisent simplement à des ampoules qui peuvent s'allumer ou s'éteindre. Vous voyez, c'est très très rudimentaire. Alors, si une lumière s'éteint au bout du circuit, on va dire c'est qu'il y a une maladie. D'accord ? Vous avez un circuit électrique qui simplement allume des ampoules, et donc quand une ampoule est éteinte, il y a une maladie. Alors l'idée classique, c'était que le circuit était le même pour tout le monde, et qu'il y avait une partie dysfonctionnelle du circuit dans une maladie qui expliquait, qui était la même aussi pour tout le monde, et qui expliquait pourquoi l'ampoule s'éteint ou ne s'allume plus. Et donc il s'agissait de trouver quel était le transistor défaillant. Ça, c'était la conception traditionnelle. C'est-à-dire qu'on avait déjà l'idée que c'était très complexe, il fallait trouver où c'était, mais en gros, quand on avait trouvé pour un, on avait trouvé pour tout le monde. Ensuite, il y a eu le deuxième temps, il y a eu le problème des maladies génétiques qu'on a interprété de la manière suivante. En gros, certains n'ont pas le même circuit que les autres. Donc c'est pour ça que certaines ampoules ne s'allument pas chez certains, ils n'ont pas le même circuit. Donc il fallait trouver un moyen de traiter ce problème, parce que tout simplement, le modèle qu'on avait pour eux n'était pas exactement le même. Ensuite, et là c'est là qu'on a commencé à entrer vraiment dans ce qu'on appelle médecine personnalisée, on a admis l'idée que finalement le circuit n'était peut-être, et même probablement, et même en fait certainement pas le même pour tout le monde dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement le même circuit. On a en gros effectivement le même circuit, mais pas exactement le même circuit d'un individu à un autre. Mais ça a été tout de suite pour dire qu'en principe, ça devrait être le même. Et qu'il s'agissait de trouver quel transistor, en gros, était absent. Alors, donc la médecine personnalisée naît, je résume, avec une triple idée. La première, c'est que nous avons en gros les mêmes types de circuits, mais pas exactement. Deuxièmement, qu'il y a un grand nombre de transistors différents qui peuvent expliquer pourquoi une lumière s'éteint. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le même transistor qui explique la même panne et donc la même maladie. Ça peut être des tas de transistors différents. Deuxième idée. Et troisième idée, et c'est peut-être la plus importante, je pense, en tout cas pour moi c'est la plus intrigante et la plus intéressante sur le plan philosophique, c'est ce qui nous intéresse, c'est moins désormais pourquoi ça s'éteint que comment rallumer la lumière. C'est-à-dire, au fond, il me semble que la médecine est en train de passer d'une approche qui était essentiellement explicative, on se disait pour pouvoir traiter, il faut d'abord comprendre, à une approche qui est beaucoup plus pragmatique, qui demande une façon de réfléchir qui est très différente, qui est plus prédictive, plus thérapeutique aussi, les deux en même temps. Il y a un mot qui est apparu pour le dire, c'est le mot théranostique, c'est-à-dire l'idée qu'on ne cherche plus encore une fois à comprendre pourquoi ça ne marche pas,
mais plutôt à chercher à comprendre comment faire que ça marche. Et ce sont deux problèmes différents. Alors, je dis de manière très simple, hein, après il faudrait approfondir, et là j'en ai pas le temps, mais de manière extrêmement simplifiée, au fond, on peut soigner quelqu'un sans savoir comment on l'a soigné. Et c'est l'idée, je dirais, c'est une idée centrale de ce projet, de ces projets de médecine personnalisée, de ces projets d'introduire les big data en médecine, c'est qu'au fond, on peut très bien admettre qu'on a une machine qui dit à notre place comment nous pourrions faire, sans même que nous puissions comprendre pourquoi elle dit ça, mais simplement que nous puissions tester si elle a raison ou pas. Et si elle n'a pas raison, cette machine, ben, on en modifie le programme jusqu'à ce qu'elle ait raison, sans qu'on comprenne, nous, pourquoi elle nous dit, par exemple, de prescrire telle ou telle molécule dans tel ou tel cas. Et ça, il me semble, c'est en fait l'essence du projet Connectivity Map dont Patricia nous parlera tout à l'heure. C'est-à-dire, encore une fois, vous avez un mécanisme extrêmement complexe, mais on n'a pas forcément besoin de comprendre quel est ce mécanisme pour savoir comment traiter la maladie à laquelle ce mécanisme conduit l'organisme. Voilà, donc ça c'est un portrait vraiment à gros traits. Il faudrait dire aussi où on en est de la réalisation, des réalisations de la médecine personnalisée. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là j'en aurai pas le temps. Je vais donc juste vous présenter une liste très vite, mais là non, encore une fois, je vous la montre simplement. Voilà, je pense 12 critères, me semble-t-il. 12 critères qui sont associés, c'est-à-dire des propriétés d'une médecine personnalisée. Je prends quelques exemples au hasard dans la liste, puisque je viens d'en parler. On peut pas, quand on passe d'un biomarqueur, alors un biomarqueur, ça va être, je vais le dire d'un mot, c'est simplement un signal, si vous voulez, biologique, associé éventuellement à une maladie. Eh bien, traditionnellement, la médecine utilise des biomarqueurs plutôt diagnostiques. Il y a une deuxième étape qui consiste à utiliser des biomarqueurs prédictifs, c'est-à-dire ils vous disent ce qui va se passer. Et la troisième étape, celle dans laquelle on est vraiment dans la médecine personnalisée, me semble-t-il, c'est quand on utilise des biomarqueurs théranostiques. Donc, c'est-à-dire des biomarqueurs qui nous permettent de déterminer quel est le traitement qui convient pour un patient donné. Voilà, pour le dire très très vite. Eh bien, quand on passe chacune de ces étapes, eh bien, on progresse vers la médecine personnalisée. Et ça, c'est une des dimensions de la médecine personnalisée. Donc je prenais juste cet exemple, vous voyez j'en ai 12 autres, enfin 11 autres plutôt ici, et il me semble qu'en fait dans chaque domaine on n'est pas avancé au même point. En oncologie, on est très avancé sur pas mal de ces dimensions-là. Pour prendre l'exemple de la sclérose en plaques dont parlera donc le clone de Pierre-Antoine tout à l'heure, on est beaucoup moins avancé. Et donc le travail du coup de Pierre-Antoine est lui-même beaucoup plus précurseur, je dirais, qu'un travail en oncologie, où là, encore une fois, cette révolution est beaucoup plus avancée. Et je pourrais dire aussi un mot, je ne vais pas le faire là, parce qu'on n'en a pas le temps, de la psychiatrie, mais en psychiatrie, il me semble qu'on est beaucoup moins avancé. Et donc, quand on parle de médecine personnalisée, si vous voulez, en oncologie, c'est effectivement une réalité, même si vous, comme patient, ou moi, comme patient, on ne s'est pas rendu compte qu'il s'était passé quelque chose, dans le traitement de beaucoup de pathologies en cancérologie, en tout cas de certaines d'entre elles, il y a eu une révolution majeure, effectivement. Ça, c'est clair. Dans le traitement de la sclérose en plaques, il y a eu aussi une révolution importante. Dans les traitements en psychiatrie, où on parle aussi de médecine personnalisée, parce que tant qu'à faire, le mot est tellement à la mode qu'il y a bien quelques dollars à récupérer en l'utilisant, ce qui a été effectivement le cas depuis 4-5 ans. En fait, c'est presque une supercherie. Je dirais, on n'est pas loin de la supercherie. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de médecine personnalisée en psychiatrie, mais on n'est pas loin de Bon, évidemment, je le dis comme ça, c'est très massif et très provocateur. Je pourrais m'en justifier s'il y a des questions, bien sûr. Voilà, donc j'en viens tout de suite à ma conclusion pour laisser justement le temps aux échanges. Il me semble, en science, je dirais, il suffit rarement de savoir faire quelque chose. Il faut aussi savoir ce qu'on fait et savoir faire savoir ce qu'on fait. Il me semble quelque chose d'important, et notamment quand on dépend de fonds publics. Donc il s'agit de réfléchir à ce en quoi nous sommes engagés et pourquoi ça peut être utile à la population de manière générale. Bon. Donc ce que j'ai essayé de faire ici, c'est d'esquisser quelques images erronées de l'usage des big data, des algorithmes et de la médecine personnalisée dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup d'autres débats, j'ai fait une sélection évidemment qui soit
Alors je pense qu'il y a aussi des faux débats, c'est-à-dire des débats qui passent à côté de l'essentiel de ce que c'est cette révolution. Il y a aussi de vrais débats que j'ai laissés de côté, que j'ai éludés. Je pourrais dire aussi, si j'étais encore un tout petit peu plus provocateur, qu'il me semble qu'il y a encore un autre faux débat, c'est l'opposition entre médecine personnalisée et médecine centrée sur la personne. Pour le dire très vite, je dirais que, à mon sens, ce débat est en fait simplement fondé sur un mot, dont j'ai dit assez rapidement, il est vrai que il avait été peut-être un peu malheureux au début, hein, choisir l'expression médecine personnalisée, c'était effectivement pas très heureux, et je pense que se dire qu'il y a une opposition entre médecine personnalisée et médecine centrée sur la personne, c'est pas plus heureux, je dirais. Donc voilà un autre exemple de faux débat, me semble-t-il. Si, en d'autres termes, cette médecine s'était appelée d'emblée médecine de précision, personne n'aurait eu l'idée d'opposer la médecine de précision à la médecine centrée sur la personne, me semble-t-il. Donc je pense à... Bon. Donc je prends cet exemple pour conclure tout à fait en disant que c'est assez typique, me semble-t-il, d'un certain penchant que nous avons à mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, c'est-à-dire au fond ça nous permet un certain confort intellectuel et ça nous épargne de vraiment réfléchir à ce qui se passe ou ce qui est en train de se passer, dont il n'est pas exclu que ce ne soit pas vraiment nouveau, mais dont il n'est pas exclu non plus que ce soit vraiment nouveau. Voilà, je vous remercie de votre attention.